Bonjour tout le monde, bienvenue sur Brace Time pour ce premier épisode de notre émission All Star. Et notre premier invité sera Igor Mitogo qui va se présenter. Yo tout le monde, c'est Igor Mitogo, joueur belgo-gabonais. Et voilà, je suis quelques jours ici à Libreville, donc on a profité pour faire une petite interview avec Sam là pour Brace Time. Ok Igor, ça dit quoi? Ben, bien arrivé, hein. Je suis arrivé là, on est quoi? On est lundi. Je suis arrivé jeudi soir. Et depuis, voilà, la chaleur, la famille, mais sinon tout va bien. Ça fait du bien, n'est-ce pas, à Libreville, je sais pas. Ouais, ça fait du bien. Moi, j'ai quitté le froid là de toute manière pour la chaleur, donc ça peut faire que du bien. Et en plus, je vois mes proches là, donc je viens me ressourcer un peu, le temps de réattaquer la deuxième partie de saison en force encore. Ok, super. Et c'était quand la dernière fois que tu étais arrivé à Libreville? On s'était vu, en plus, c'était je pense il y a 3 ans et demi. Et voilà, 3 ans et demi après, je suis de retour. Parce qu'entre-temps, il y avait eu des petites galères, j'ai été blessé. J'ai repris avec une autre équipe, tout ça. Et là, maintenant que je suis bien stable, je peux revenir profiter un peu. Ok, ça fait plaisir de te voir, tu es parmi nous et on n'allait pas rater l'occasion de faire cette interview. C'est important parce que y a pas mal de monde qui ne te connaît pas et en plus c'est aussi une bonne occasion pour te présenter parce qu'actuellement tu fais une très belle saison. En tout cas, tu as fait une très belle première partie de saison. Et je pense que là, beaucoup de monde se demande un peu « Ah, Igor, on en parle depuis un moment, mais là, maintenant, il brille là. Mais c'est qui lui? Comment? Il sort d'où ?» Ouais, donc pour me présenter en bref, dans mon parcours, hein. Ouais. Moi, donc, je suis belge. Ouais. J'ai fait mes classes là, de jeunes en Belgique. Puis à 15 ans, je suis parti pour le centre de formation de Lille, en France. Ouais. Et donc j'ai pu côtoyer un peu le monde pro sans signer de contrat avec ce club-là. Et ensuite, je signe mon premier contrat professionnel en Belgique, je reviens. Et je joue 3 ans dans cette ligue, la Binex League. Et ensuite, voilà, blessure, un peu les galères. Et je reviens en France en National 1. Et depuis, voilà, je suis en National 1 et je réalise pour le moment ma meilleure saison en cours, là, tu vois. Ouais. Et du coup, tu es né en Belgique ou bien au Gabon? Non, je suis né en Belgique. C'est mon père. Mon père, lui, il est gabonais. Il est né là. Et j'ai toujours eu la tâche un peu avec le Gabon, mais j'ai découvert le pays, quoi. J'avais 13-14 ans, tu vois. Ok. Et 13-14 ans, c'est la première fois que tu venais ici au Gabon? Là, c'est la 3e fois que je viens. Et comme j'expliquais aux collègues là, quand on est petit, je viens pas d'un milieu hyper riche non plus, tu vois, donc les billets d'avion coûtent cher. Je sais pas si les gens le savent, donc pour payer pour une famille un séjour pour 3 personnes, là, c'est cher. Donc, mais heureusement, aujourd'hui, maintenant, j'ai une situation stable qui me permet quand j'ai envie de venir au Gabon, je peux venir, je peux me le permettre, tu vois. Ouais, tranquille. Ok, d'accord. Donc, tu as commencé le basket à quel âge, tu disais? Tu rentres au centre de formation Moi, j'ai commencé à 7 ans et je rentre en centre de formation à 14 ans, tu vois. Okay. Mais en vrai, 7 ans, ici, on va se dire 7 ans, commencer le basket, c'est hyper tôt. Ouais, tu vois. Après, je sais pas. Ouais, ici, les petits jouent au foot, peut-être, non? Quand ils sont Tout le monde commence au foot. Voilà, tu commences au foot. Même Stéphane Las, voilà, c'est ça. Il a commencé par le foot. Tu vois un peu. Donc, tu commences par le foot et les gens s'intéressent au basket à quel âge alors? C'est très tardivement en général. Moi, par exemple, pour le coup, 18 ans, je t'avais dit, c'est vraiment pas ça. Tard, trop tard. Mais généralement, en moyenne, c'est 15-14 ans. Et c'est un peu comme ça. Et comme tu as commencé le basket à 7 ans, on peut se dire que quand on commence aussi tôt, facile, on peut avoir un parcours pour devenir un gros professionnel. Mais à quel moment, toi, tu t'es dit, je vais faire le basket plus longtemps que prévu? Facile, je dirais pas, parce que je le disais tout à l'heure là, quand je regarde les gars avec qui j'ai commencé, au final, combien sont devenus pros, tu vois? Combien ont réussi? Il y en a à 9-10 ans, ils arrêtent déjà le basket, tu vois? Donc non, je pense que c'est comme tous les sports, comme toutes les activités, quand tu es jeune, c'est d'abord une activité, c'est d'abord un jeu. Tu dois prendre du plaisir, t'amuser. Et le plus important, c'est là, j'espère pour le maximum de gens, c'est d'avoir les parents aussi derrière soi pour vous accompagner dans cette passion, ce truc-là. Il ne faut pas que ce soit une pression dès le plus jeune âge en fait. Et donc ça doit rester un jeu. Et si tu vois que voilà, l'âge auquel tu commences à rentrer dans les centres de formation,
vers 14-15 ans, on voit le potentiel un peu, ça reste toujours une passion pour toi et on voit qu'il y a quelque chose à faire là dans ce milieu, ben là, voilà, là tu peux prendre les choses sérieusement et commencer à entreprendre des démarches. Il y a de plus en plus d'organisations qui sont là pour repérer les jeunes, même à partir d'Afrique ici. Hein. On connaît des gens en commun, là, ils ont essayé de faire partir des jeunes là, aux États-Unis, en Europe. Donc, mais jusqu'à un certain âge, ça doit rester quand même une activité secondaire, ça doit rester un plaisir, un jeu, tu vois. Ouais, effectivement. Ici, en Afrique, bon, quand tu fais un peu de sport, c'est un peu différent. Là, tu parlais de... On ne doit pas te mettre la pression, machin. Mais ici, quand tu commences un peu le sport, tu te dis, ah, on va dire, ça paye pas, qu'est-ce que tu fais là? En fait, on t'empêche un peu de faire le sport parce qu'on se dit, bon, vas-y, fais-le pour ton bien, pour t'amuser. On va dire que c'est une perte de temps, quoi. Voilà, c'est une perte de temps de te dire, tu vas vouloir percer, comme on dit, être professionnel. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ça? En Afrique, nous, le sport, en vrai, ça paye pas. Il n'y a pas moyen, forcément, qu'après ton bac, tu te dises, je vais être un professionnel. Après, moi, je dirais, c'est parce que tu parles de l'Afrique là. Si je compare avec l'Europe, le sport ne paye pas forcément non plus en Europe. Hein. C'est parce que quand tu penses à l'Europe, tu vas penser aux têtes d'affiche, les gars qui sont tout en haut, qui ont déjà réussi. Mais comme je t'ai dit, tous les gars qui évoluent à des niveaux intermédiaires, là, les niveaux en dessous, je pense là, regarde, moi, je suis en National 1. J'ai la chance de, voilà, je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Mais il y a des gars dans la même division les gars, ils galèrent. Hein. Vraiment, ils galèrent. Et pourtant, tu sais comment ça va vite. Peut-être que les yeux des gens ici vont les voir avec des étoiles en disant oh, il est déjà arrivé. Non, il y a des gens qui galèrent aussi là-bas. Donc, mais je conçois qu'en Afrique, évidemment, on puisse mettre les priorités ailleurs que dans le sport parce qu'il y a des problèmes, voilà, autres que ça, tu vois. Mais non, la réalité, c'est que tu galères partout et que le parcours, il est facile nulle part. Après, c'est tout un chacun, tu vois, quelqu'un peut réussir, quelqu'un d'autre non. Il faut toujours un petit facteur chance, du travail et voilà. Et qu'est-ce que tes parents, toi, ont souvent pu dire par rapport à ça? Est-ce que c'est toi qui a décidé, qui murmurait un peu dans leurs oreilles? Ou bien ils t'ont juste, je sais pas, dit, tes parents, c'était quoi leur opinion au fur et à mesure que tu grandissais? Non, moi, en fait, comme je suis enfant unique, tu vois, j'ai pas de frères et sœurs. Donc, il fallait un peu me canaliser à la maison, trouver des activités, des choses, parce que sinon, tu restes seul à la maison, tu t'ennuies. Donc, j'ai tout fait. J'ai commencé par le basket, c'est le premier truc que j'ai fait. Après, j'ai tout fait. J'ai essayé un peu des instruments de musique, j'ai fait du judo, athlétisme, tu vois. Mais le truc avec lequel j'ai commencé, c'est basket. Et le basket, depuis le jour 1, j'ai toujours dit que voilà, j'allais en faire mon métier, en fait, tu vois. Donc, par un moyen ou un autre, je savais que c'est ce que je voulais faire. J'ai fait des études à côté, mais à la fin de la journée, je savais que ce que je voulais faire, c'était ça, tu vois. Ok, et nouvelle étude, du coup, vu que tu en parles, tu as quel niveau? Tu es un professionnel aujourd'hui, ça veut dire que tu vas plus en classe? Non, je ne vais plus en classe aujourd'hui, mais j'ai eu mon bac S scientifique et ensuite j'ai fait un DUT en biologie, tu vois, pendant 3 ans. Okay. Et donc, si j'avais pas fait de basket, sûrement que voilà, je travaillerais dans ce domaine-là, tu vois, en laboratoire ou autre, parce que voilà, pour mes parents aussi, c'était important que j'ai un bagage à côté. Ça, ils me l'ont toujours dit, tu vois, tu peux faire du basket, on peut te laisser rêver, faire ce que tu veux, mais à côté, il faut que l'école ce soit sérieux, parce que tu le veuilles ou non, c'est ce qui t'ouvre des portes par la suite. Comme les jeunes que tu envoies aux États-Unis, si tu n'as pas les bonnes notes ou quoi, ça va coincer, tu vois. Donc l'école, c'est toujours important, je dis ça aux jeunes, c'est bien de rêver, tu as le potentiel, tu as tout, mais fais le minimum, essaie de réussir et au moins ton bac, et après tu laisses ça, tu penses à autre chose, tu peux te concentrer à 100%, tu vois. Donc voilà, école, c'est pour ça que je te l'ai dit, la rigueur, juste le travail en dehors et sur les terrains, et après voilà. Hein. Le reste, ça va suivre. Et j'avais aussi une autre question, qu'est-ce qui rend pour toi ton parcours atypique? C'est vrai que des joueurs comme toi, en Belgique, il y en a plein, tu n'es pas le seul Belge, mais par contre, là, tu es belgo-gabonais. Et qu'est-ce qui rend pour toi ton parcours atypique jusqu'à aujourd'hui? Quand tu dis atypique, c'est dans quel sens? En rapport avec quoi? Avec la nationalité ou en rapport avec mon parcours à moi-même? Ton parcours à toi-même. Okay. Parce que, je vais dire quoi? En Afrique, le basket n'est pas tellement développé, c'est pas professionnel. Mais toi, tu es dans cet environnement-là, tu vois, et tu gagnes plutôt bien ta vie. Et je pense que par rapport à la relation que tu as avec le Gabon, tes parents, il y a forcément un truc. C'est-à-dire, quand tu viens ici, les gens
vont pas forcément adhérer avec l'idée que toi, tu gagnes ta vie avec le basket. Il faut que tu leur dises, que tu leur expliques ton parcours. Et donc, c'est un peu par rapport à ça, par rapport à toi-même. Ok. Déjà, quand je dis moi j'ai pas honte à le dire, hein, je gagne bien ma vie. Après, je suis pas riche non plus, hein, mais le basket me permet de vivre vraiment de ma passion. J'ai pas de soucis, j'ai pas de galère d'argent à ce niveau-là. Donc là, en fait, je suis dans une situation. C'est ce pourquoi je me suis battu. C'est tu ne penses plus vraiment à l'argent. Là, tu te concentres sur le basket en fait. Là, le but, c'est juste de faire des saisons meilleures, saison après saison, tu vois. Mais ensuite, pour le parcours, pour ce qu'il y a d'atypique, moi, je dirais que c'est que si tu veux. J'ai jamais vraiment été dans la lumière, tu vois. Je suis toujours arrivé un peu par la petite porte. C'est-à-dire, j'ai pas fait de gros centres de formation. J'ai jamais fait d'équipe nationale en jeune, tu vois. Par exemple, je me rappelle, si tu regardes toutes les équipes nationales, moins de 16 ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, avec l'équipe nationale belge, parce que je tiens à le rappeler, mon passeport gabonais, je l'ai depuis seulement 1 an ou 2, tu vois. Mais donc, moi, j'étais vraiment, sportivement, on va dire, je n'étais que belge. Donc, à ce niveau-là, j'ai jamais été dans la lumière. J'étais pas sélectionné, j'étais pas dans les meilleurs de mon âge à ce niveau-là. Et j'ai eu une courbe qui a, on va dire, elle a démarré un peu plus lentement et elle s'est accélérée vers la fin. Et j'ai toujours réussi à rester là quand les autres, en fait, partaient, tu vois. Quand je regarde les équipes nationales U16, à moins de 16 ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, dans ces jeunes-là, moi, j'y étais pas. Mais au final, dans tous ces jeunes-là, combien sont devenus professionnels ou sont encore capables de gagner leur vie avec le basket? Il en reste quasiment plus, tu vois. Donc c'est à ce niveau-là que je dirais que le parcours est atypique et que voilà, il n'y a rien de fait. C'est pas parce que tu es dans la lumière à 15-16 ans, on parle de toi dans les médias, les journaux, les interviews, tout ça, que ça veut dire que dans 5-6 ans, tu seras encore là, tu vois. Moi, c'était un parcours un peu inverse. Je me suis concentré, tu vois, comme je t'ai dit, à faire mes études correctement, continuer à prendre du plaisir au basket, travailler sérieusement. Et en fait, année après, je suis toujours resté là, et encore maintenant, à 26 ans, je suis encore à un niveau professionnel, tu vois, là où beaucoup ne sont plus là, tu vois. Ouais, effectivement. Donc, comme on dirait, trust the process. Voilà, Tu es vraiment. toujours dans le Ça, processus. s'il y a une phrase, c'est vraiment ça. Non, c'est cool, c'est cool. Tu sais, moi, par exemple, je t'ai découvert sur les réseaux, sur Instagram. On avait créé Brest Time depuis un moment. On faisait un peu la promotion de ce qui se faisait sur le pays. Ouais. Et puis après, on constatait aussi qu'on avait beaucoup de gars qui voyageaient, qui partaient. Et en les suivant, ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus actifs sur les réseaux. Et là, on tombe sur un Mitogo. Ouais. On se dit, est-ce que c'est congolais? Est-ce que c'est gabonais? Mais je sens que Mitogo, ça sonne un peu gabonais. Ouais. Donc on fouille un peu. Après, on comprend que, non, lui, il est gabonais. Donc, on t'a pas forcément, je sais pas si on t'avait pas forcément DM, mais je crois qu'on a commencé un peu à... Je pense que ça a commencé par des posts, tu vois. Voilà. Je me rappelle, parce que j'étais encore en Belgique, et je pense que j'ai vu ça, peut-être une story comme ça, où vous m'avez identifié. Et franchement, là, vous avez quoi aujourd'hui? Vous avez combien d'abonnés là? On a plus de 5000, hein, je pense. Voilà, tu vois. Et là, je pense que c'était les débuts vraiment de Brest Time. Hein. On est avec moins de 1000 abonnés. Voilà, c'était sûr. Donc, je me suis un peu interrogé. Et on a rejoint le mouvement directement. Hein. Ouais, ça faisait plaisir. Parce que à l'époque, on n'est pas tellement suivi. Comme tu dis, on commence à peine. Mais derrière, quand on voit un gars comme ça, genre qui se dit, ah, vas-y, en plus, toi aussi dans ton parcours, tu n'es pas forcément, comme tu disais, en lumière. Donc, c'était pour nous important déjà d'avoir cette connexion-là avec des joueurs un peu comme toi. Ouais. C'est-à-dire, on ne te connaît pas forcément au pays, mais tu es un gars du pays, tu as le sang et tu es en train de briller là-bas au milieu d'autres Belges. Tu ne sais pas forcément qui tu es dans ton entièreté. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce que toi, ça te fait aujourd'hui d'avoir cette connexion-là basket avec le Gabon, avec Brest Time? Comment est-ce que tu as ressenti ça dès le début? Eh ben, en fait, ce qui est bien, c'est que ça faisait longtemps, tu vois, mon premier voyage au Gabon, j'avais, comme j'ai dit, 13-14 ans. Et en fait, je pense qu'on a eu cette connexion-là avec Brest Time un peu avant que je revienne pour la deuxième fois au Gabon. Donc déjà, ça m'a aidé parce que quand je suis arrivé, tu sais, tu viens ici au Gabon, bon, tu vas voir les tontons, les tantes. Voilà, mais au final, c'est pas des gens de ton âge, tu vois. Donc déjà, ça m'a aidé parce que j'ai su qu'en venant au Gabon, il y a des gars de mon âge qui aiment le basket. Et au final, ça te fait des amis dehors aussi. Donc je peux sortir, c'est des gens de confiance, tout se passe bien. T'as bien vu, on a passé des journées ensemble là. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc déjà ça, je me suis senti accueilli vraiment. Je sais qu'à Libreville, il y a des gens avec qui je peux traîner, des gens avec qui je m'entends bien, tu vois, et on a le même point de vue sur certaines choses. Donc déjà ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, là où je vous remercie, c'est comme je t'ai dit, moi, j'ai pas souvent été mis en lumière. Et
Brest Time, au final, c'est le premier média vraiment qui s'est intéressé à moi et qui m'a mis en lumière sur les performances à gauche, à droite, tu vois. Donc déjà, pour ça, c'est là que je remercie Brest Time, tu vois. Donc la connexion, là, c'est pour ça que depuis qu'elle s'est faite, tu as bien vu, on republie chaque fois, on fait des collaborations et ça va continuer comme ça. Hein. Et il y a même ton club qui s'est abonné à notre page. Voilà, tu vois. Parce que Brest Time, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, on parle de Brest Time aussi en France maintenant, tu vois. Ouais. Donc ça a commencé par une connexion, on va dire, individuelle là. Et maintenant, tu vois que ça devient plus global. Ouais, effectivement. Et du coup, tu t'es abonné sur la page, ça a évolué, la relation a évolué. Tu as commencé à observer un peu ce qui se faisait. Qu'est-ce que tu as remarqué, que tu as apprécié de ce qui se faisait ici? Déjà, tu sais, les médias, c'est un peu comme... c'est pas un peu comme, c'est un réseau. Donc déjà, ça a permis de mettre en connexion pas mal des joueurs gabonais déjà. Parce que moi, au final, j'ai connu Brest Time, mais des joueurs un peu binationaux ou des Gabonais qui évoluaient à l'étranger, j'en avais pas forcément connaissance, tu vois. J'en connais un ou deux qui jouaient dans mon championnat, ou tu vois, je connais Géraldine, donc je connais Maiden forcément, tu vois. Mais des joueurs un peu comme nous, il y en a plusieurs. Il y en a dans d'autres championnats en Europe, même en Afrique ici, tu vois. Et donc ça, déjà, pour ma culture personnelle, ça m'a aidé. J'ai pu me dire, OK, il y a des joueurs gabonais là. Même si tu veux voir plus loin pour l'équipe nationale, tout ça, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Aujourd'hui, il y a combien de gars que tu connais déjà et avec qui tu rentres en contact? Il y en a beaucoup, hein. Enfin, en tout cas, moi, je partais de zéro. J'en connaissais aucun, tu vois. Donc, moi, même si je te dis j'en connais 4-5, pour moi, c'est déjà beaucoup en 2-3 ans, tu vois. Et il y a des gars avec qui on peut parler et au final, on ne s'est jamais vu en vrai. Mais on est en réseau grâce à des médias comme Brest Time, tu vois. Je te dis, il y a Anthony là, qui joue en Azerbaïdjan. Maiden, maintenant, quand on parle, on se voit de façon chaque fois en championnat. Il y a Stolk maintenant qui joue aussi en National 1, tu vois. Et des joueurs comme ça, il y en a d'autres. Il y a aussi Chanik. Voilà, Chanik aussi qui est à Rennes. Donc c'est des joueurs j'espère, je suis amené à rencontrer sur le terrain ou en dehors, tu vois, on verra. Ouais. Mais il y en a encore d'autres qui arrivent, j'en suis sûr. Il y en a plein. Les petits qui sont aux États-Unis, là en NCAA, je suis de loin, tu vois. Donc j'en découvre en fait, tous les jours et ça c'est grâce à des médias comme Brest Time. Ok, super. Donc on va revenir à ton parcours. Tu es arrivé, tu as signé ton premier contrat pro en Belgique, ouais, à Mons. À Mons. Je pense que tes deux premières années, non, on te suivait déjà. Ouais. C'était un peu timide, mais je pense que la dernière année, tu fais une bonne saison. C'est ça. Je ne sais plus à combien de points de moyenne tu tournes, mais c'était déjà pas mal, hein, offensivement. Ouais. En fait, les 2 premières années, c'est mes premières années professionnelles, vraiment. Ouais. Donc, j'ai 19 ans. Je suis avec un gros effectif, parce qu'en fait, à Mons, on faisait une Coupe d'Europe, tu vois. On faisait la FIBA Europe Cup. Donc ça, c'était déjà pour l'expérience personnelle, c'est terrible, tu vois. C'était la dernière année que vous avez joué ça? Non, les deux premières années. Voilà. La dernière année, justement, on ne la joue pas. Et donc, pour l'expérience, rien à dire, mais j'étais entouré vraiment de gros joueurs, tu vois. Dans l'équipe, on était peut-être 12, il y avait 6 Américains. Donc, tu te doutes bien que pour un jeune joueur qui veut faire sa place à 19 ans, sa première année pro, c'est pas dans cette année-là qu'il est censé vraiment briller, mais voilà, j'étais censé vraiment ne pas jouer quasiment de l'année. Et par-ci, par-là, je pouvais déjà montrer de bonnes choses, tu vois. Quelques matchs, j'ai pu éclore, mettre 10, 12 points, des choses comme ça. Donc, c'était une année un peu timide. Et ça leur a suffi pour me re-signer directement 2 ans, parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même un potentiel. En plus, tu étais très jeune. Voilà, j'étais jeune, tu vois. Et donc, je signe 2 ans encore là-bas. La deuxième année, un peu timide, parce que j'avais des galères un peu physiques aussi, des petits problèmes au genou, que j'ai réglés pour que la troisième année, justement, je puisse un peu éclore. Et là, je passe de peut-être 3 à 4 points par match à 8-9 points, tu vois, avec un bon petit temps de jeu et toujours entouré de gros joueurs. Donc, on a senti ça venir parce que ça faisait 1, 2, 3 années déjà que tu étais là et tu commençais déjà à trouver tes repères. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, nous, on a senti ça venir aussi. Hein. En vrai, on te cache pas. Là, Igor, il va miser sur un championnat un peu plus relevé. Mais dis-moi, par exemple, quand tu arrives en Belgique, tu te définis un peu comme quel type de joueur? Bon, là, on sait que tu es poste 2. Ouais. 1m95. Maintenant, est-ce que pour toi, c'est sur ça que tu as... Enfin, quelles étaient tes armes quand tu es rentré dans le monde professionnel? En fait, quand je suis arrivé, comme je te dis, en Belgique, là... Excuse-moi, parce que je sais que quand on est dans les petites catégories, tu me l'as dit la dernière fois, on existe, on est là, on est avec les gars de son âge. C'est ça. Mais quand tu vas rencontrer la force,
Tu dis tu vas passer par où là? En plus, il y a 6 Américains dans l'équipe. C'est ça. Là, en fait, je me dis que, en fait, il faut trouver un domaine où le coach peut compter sur toi quoi qu'il arrive. Tu vois. Est-ce que tu es quelqu'un qui défend fort? Est-ce que tu es quelqu'un qui shoot bien? Est-ce que tu es quelqu'un qui, je sais pas, fait des bonnes passes? Et en fait, j'ai eu la claque directement parce que je me dis, moi, quand je sors de Lille, là, avant de signer mon premier contrat pro, là, à Mons, je me dis, je peux un peu tout faire. Parce que je suis naïf, je me dis, j'ai 19 ans, je peux dunker, je peux mettre des tirs à 3 points, je peux dribbler, je peux monter la balle, faire des passes. Et après, comme tu as dit, tu joues avec des vrais joueurs. Des gars qui ont 25-30 ans, ils ont joué là, il y en a, ils ont fait de la NBA, des trucs, tout ça. Tu vois un peu. Tu te dis, oh, mais. Ils voient le jeune arriver. Voilà, oui, ils voient le jeu arriver. Et quand tu essaies de faire des choses, ça ne passe plus. Alors qu'avant, ça passait, tu vois. Ouais. Et là, j'ai eu un peu la révélation, c'est ça qui m'a permis d'avoir une place dans l'équipe, c'est que je me suis focus sur une seule chose, c'est vraiment le shoot à 3 points, tu vois. Okay. Là, tu regardes les pourcentages, au final, c'est ma meilleure saison cette année-là, c'est la première année. Le coach, il a été honnête avec moi. Hein. Il m'a dit directement, des joueurs meilleurs que toi, il y en a plein dans l'équipe là. Ouais. Mais si tu veux apporter, il me faut un gars qui puisse shooter, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Cette année-là, je tourne à 50% à 3 points. Ouais. J'en prends peut-être que 2 par match, hein, mais je sais que sur les 2, je vais en mettre un au moins, tu vois. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Si je les mets pas, je joue pas, tu vois. Et donc, c'est vraiment le truc qui m'a ouvert la voie dans le monde professionnel, c'est le tir à 3 points. Parce que quand tu arrives en pro, malheureusement, à part les superstars font ça, ceux qui arrivent directement en NBA, on leur dit tu peux tout faire, tu vois. Ouais. Mais quand tu arrives, la réalité, c'est que non, tu vas devoir te concentrer sur un domaine où vraiment tu excelles parce que tout le monde est bon en fait en professionnel. Il y a déjà des très bons shooters, il y a déjà des gars qui défendent bien, il y a déjà des gars athlétiques qui peuvent dunker. Donc, si tu fais un peu de tout, ça ne marchera pas. Il faut que tu sois très très bon dans un domaine, tu vois. Donc là, là, par exemple, il y a des jeunes qui vont t'écouter, surtout des jeunes Gabonais. Ouais. On est sur Brest Time. Ça veut dire qu'en vrai, les gars, comme il dit, si tu arrives dans le monde professionnel ou encore en première division, avec les grands, tu rentres dans le tas. Même si tu sais tout faire, le conseil c'est… Concentre-toi vraiment. Moi, j'ai toujours dit ça. On aime, tu vois, on aime toujours bosser un peu sur tout, sur ses points faibles. Je préfère un joueur qui sait faire une seule chose très très bien qu'un joueur qui sait faire un peu de tout, mais qui est moyen un peu dans tous ses domaines, tu vois. Parce que le joueur qui excelle dans un seul domaine, il sera toujours utile à toutes les équipes, tu vois. Donc, s'il y a un conseil, vraiment, bossez d'abord sur votre point fort avant d'essayer de bosser tous vos points faibles. Ça, ce serait mon conseil. Ok, super. Et donc là, tu finis en Belgique, tu sors de blessure. C'est ça. Je reviens en France après la blessure. Là, je reste 1 an, je me fais le tendon d'Achille. Rupture complète là pendant l'intersaison. En plus, donc, comme tu as dit, je sors d'une bonne saison, ma dernière saison en Belgique. On s'apprêtait avec mon agent à chercher d'autres équipes, d'autres championnats. Malheureusement, voilà, pendant les entraînements, l'intersaison… Excuse-moi de te couper, mais j'allais même te poser la question, c'est un truc que j'avais dans l'esprit. Dis-moi. Tu as un agent, c'est qui ton agent? Parce que moi, même jusqu'à présent, je me dis, ah, peut-être ce sont tes parents qui te suivent dans ta carrière. Ah non. À ce niveau-là, mais il vous suit même sur Insta. Hein. C'est Wilfried Duchemin. Wilfried Duchemin. Ah, c'est lui! C'est lui, voilà. Il nous repose beaucoup. Il riposte chaque fois. Je te dis que tout le monde est dans… Je ne doutais même pas de ça, en fait. Tout le monde est dans le mouvement Brest Time. Là. En tout cas, mon entourage, là, dès que tu vois Brest Time… C'est surtout maman qu'on suit, hein. C'est surtout maman qui réagit. Ouais. Peu importe le poste, même si tu n'as pas joué, même si c'est même pas toi, hein, même si c'est pas toi, mais c'est un poste où il y a une action folle, elle va venir réagir, elle va mettre des flammes, elle va encourager. Franchement, ça me donne tout le temps le sourire. Non, ça c'est elle qui me… À ce niveau-là, c'est ma fan numéro 1, vraiment, tu vois. On a vu ça, J'aurais voulu bien me positionner, comme Dédale aussi, il a voulu se positionner, mais on peut pas. Elle réagit beaucoup. Ben voilà, tu vois. Donc, et puis tu as rencontré le papa, là, lui, c'est la même chose. Hein. Ouais, et puis, il m'a… Tu sais, là, il m'a choqué. Tu sais où il me choque? On parlait un peu, quand on a mangé à 2 jours là, on parlait et tout. Et j'étais choqué de voir comment il connaissait bien le milieu du basket. Tous les joueurs, peu importe la division, il va te sortir 2 ou 3 noms. Parce qu'ils sont là, comme tu l'as dit, ils me suivent depuis petit. Moi, après, professionnellement, j'ai mon agent qui prend les décisions. C'est avec lui que je prends les décisions, voilà, pour les clubs, les salaires, les contrats. Mais ça reste mes parents. À la fin de la journée, tu vois, c'est les gens qui sont avec moi. Quand il y a des conseils à demander, ben voilà, c'est eux aussi qui peuvent m'orienter sur certaines choses. Tu penses que ça fait beaucoup de différence d'avoir un agent? Je sais pas, parce qu'en Afrique, c'est pas très courant. Ouais, parce que aussi le marché est moins grand en Afrique aussi. Effectivement. Est-ce que ça fait vraiment la différence? Ça, oui, je pense, oui. En fait, après, c'est comme dans tout, il y a les bons agents
Et voilà, il y a un peu les escrocs, tu vois. Moi, la chance que j'ai, c'est que mon agent, c'est quelqu'un qui m'a vu jeune. Il était général manager, en fait, de Lille, le club de Lille, déjà, avant de se lancer agent. Donc, lui, il m'a vu jeune. Donc, je le connaissais déjà et j'ai une relation, c'est plus qu'un simple agent, tu vois. Je m'entends vraiment bien avec lui. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je sais que avant de servir son propre intérêt, il cherchera aussi mon intérêt, moi, quand on signe des contrats, des choses comme ça. Effectivement, c'est comme tu disais, là où je t'ai coupé, après la blessure, tu sors de là et... Et voilà, après la blessure, j'ai l'opportunité de signer juste pour la fin de saison, pour me relancer un peu, avec une Nationale 1 à Toulon. Donc c'était dans le sud de la France. Il restait 10 matchs et je signe avec eux pour terminer la saison en fait. Et on finit champion, donc ça c'est bien. En termes de confiance, de palmarès sur le CV, je finis avec un titre, donc c'est cool. Mais en termes de performance sportive, je revenais d'une blessure, donc je sais que j'étais pas encore à mon top niveau, tu vois. Mais déjà pour la confiance, je les remercie vraiment, ça m'a vraiment aidé. Et ensuite, j'ai eu la chance que le club dans lequel j'évolue aujourd'hui m'ait appelé directement, vraiment pas longtemps après la fin de la saison, parce qu'ils étaient intéressés par le profil. Et donc je signe là-bas et je fais ma première saison complète depuis la blessure là, l'an dernier avec Orchi. Et c'est déjà vraiment une première saison satisfaisante, tu vois. Je tourne à un bon temps de jeu, 26-27 minutes de temps de jeu. Surtout ça, hein. Surtout, parce qu'on s'attendait à ce que tu signes dans un championnat beaucoup plus relevé. Voilà. Mais avec le temps de jeu encore, tu vois que les gars, ils apprécient vraiment le profil. C'est ça. Et le but, c'était, comme je te dis, c'était de faire une saison vraiment pour me relancer, me mettre en confiance. Parce que tu reviens de blessure, tu as besoin de reprendre de la sérénité, de la confiance dans ton jeu. Si tu vas dans un championnat plus élevé et que tu joues moins de temps, tu ne pourras jamais vraiment t'évaluer est-ce que je suis revenu à 100% ou pas. Et ça, c'est l'opportunité que j'ai eue l'an dernier. J'ai pu voir, je n'ai loupé aucun match. Pour quelqu'un qui revient de blessure, c'est rare, tu vois. Aucune blessure, je suis un des seuls joueurs, je n'ai raté aucun match. J'ai joué une quarantaine de matchs l'an dernier. Pas de pépins physiques, donc je touche du bois, voilà, c'est encore le cas cette année. Et voilà, je fais une bonne saison convaincante. Moi déjà, et pour mon entourage, on était satisfait parce que depuis la blessure, plus d'alerte, rien, tout allait bien, mon corps, je me sens bien. Je décide de re-signer encore une année supplémentaire avec Orchi. Parce que là, dans ma tête, je me dis, je sens que voilà, physiquement, je suis bien maintenant. Et le but, c'est de remonter au-dessus, tu vois. En fait, tu es persévérant. Je vois que ton jeu il a évolué, tu vois. Avant, par exemple, en Belgique, tu étais beaucoup plus figé sur le tir. Même quand tu pénétrais, tu t'arrêtais, tu tirais. C'était que ça. Je te l'ai dit, j'ai dû trouver ma voie avec le tir à 3 points, vraiment. À Orchi, tu arrives à rentrer dans la raquette, à mettre le petit contact. Genre, je pense que pour toi, là, qu'est-ce qui crée ça, en fait, cette confiance physique-là? C'est vrai que tu reviens de blessure, tu peux lutter, tu peux te dire, non, évite la raquette. Mais même ta forme physique, on s'est vu il y a 3 ans, tu avais un peu des joues. Mais là, tu sens un professionnel, tu sens un bonhomme qui est prêt à battre. Tu vois, tu vas dans la raquette, tu marques de toutes les manières. Tu attaques, contact, tir à 3 points et buzzer beater. Tu vois. Je pense que c'est vraiment la saison dernière qui m'a permis de me dire tout va bien maintenant pour toi. Ne pense plus, la blessure elle est derrière toi. Tu vois que tu es capable de faire une saison complète. Maintenant, la saison qui arrive, lâche-toi à 100%. Là, tu peux dévoiler tout ton potentiel. Il n'y a plus de risque de blessure, tout ça, là, j'y pense même plus. Là, je joue à fond chaque match. Le but, je te dis, c'est de jouer comme si c'était le dernier. Je dois faire quelque chose. Le basket, c'est des hauts et des bas. Hein. Tant pis, le coach n'est pas content, je fais une erreur, les coéquipiers ne sont pas contents. C'est comme ça, next, je passe à autre chose. Et voilà, le but, c'est qu'à la fin du match, ou si on fait un bilan comme la première partie de saison, c'est que je fais une grosse première partie de saison. Là, donc, Et ce qui est sûr, c'est que tu as le soutien de tes coéquipiers, de ton coach. Ouais. Dis-moi, bon, là, dans les premiers matchs, tu nous as tous choqués, boum, 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 tu enchaînes. Et est-ce qu'il y a une différence avant et après le buzzer beater? Tu as fait combien de matchs après le buzzer beater? Beaucoup, hein. Là, le buzzer beater, c'était après quoi? C'était après 4 ou 5 matchs C'était après seulement? 4 matchs. Ah, c'est comme si c'était hier. Hein. Ouais. Ça passe très vite. Hein. Moi, je me dis, non, là, c'est sûr, dans le vestiaire, non. Là, les gars vont dire, non. Igor, en ce moment, c'est lui, on va faire un truc. On va essayer de lui donner ce qu'il faut et tout. C'est comment les gars, ils te voient maintenant? En fait, ce qui est bien, non, honnêtement, non. Rien n'a changé parce que dans notre équipe, si je suis honnête avec toi, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, tu vois. Il y a pas de... Tu le vois même, là, je fais ma meilleure saison en carrière et mon temps de jeu n'est pas élevé.
Je tourne à... L'an dernier, j'étais à 27, 28 minutes de temps de jeu. Cette année, je dois être à quoi? 20, 21 minutes. Et pourtant, je fais des stats qui explosent par rapport à l'an dernier, tu vois. Donc, encore une fois, ça, c'est une parenthèse, mais l'excuse du temps de jeu ou je ne sais pas quoi, là, si tu es bon, tu es bon. Donne-moi même 15 minutes, je vais faire tout ce que je peux en 15 minutes, tu vois. Si tu m'en donnes 30, je sais que je vais exploser le truc, tu vois. Donc, non. Donc, ça, c'était une parenthèse. Et ensuite, non, dans le vestiaire, personne, il n'y a pas de regard différent. Et il faut être honnête aussi, tu vois, le sport collectif, comme le basket, le football, le sport est collectif, mais à la fin, ça reste une carrière individuelle. Donc, même ce que les coéquipiers peuvent dire sur toi, là, ou quoi, peut-être que dans un an, tu les reverras plus, tu vas changer de coéquipier. Effectivement, il faut rester concentré, en fait. À la fin, c'est quand même toi et toi-même. Le but, c'est qu'on fonctionne tous ensemble sur le terrain. Parce que si tout le monde est à son meilleur niveau individuel, bah, l'équipe sera à son meilleur niveau collectif aussi, tu vois. Mais, donc non, depuis le buzzer beater, je te dis, il n'y a pas eu de changement. D'ailleurs, tu peux regarder, le temps de jeu n'évolue pas. Hein. Je joue toujours le même temps de jeu. Ça peut être... peut-être il m'est arrivé de jouer un peu plus, 25, 26 minutes. Non, mais au moins, c'est bon pour, par exemple, une petite compilation à la fin de la saison. Tu regardes, tu dis, ouais, quand même, ouais. Vas-y, on va relancer ça. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait. Vraiment, il n'y a pas... Mais bon, j'aime pas la satisfaction parce que sinon, tu vas rester dans ta zone de confort. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant que tout se passe bien pour moi dans cette première partie de saison, pour notre équipe aussi. Mais on n'est qu'à la moitié de la saison. Il reste encore une autre moitié. Donc, il faut qu'on vous voit en play-off. Voilà. On va essayer d'aller le plus haut possible, ensemble et individuellement aussi, tu vois. Ok. Là, tu arrives en National 1, nouvel environnement, tu redécouvres la France, nouveau championnat, c'est beaucoup plus relevé. Tu me disais, on va pas faire forcément de comparatif. Là où je veux en venir, c'est tu rencontres tes frères. Ouais. Tu as croisé Mayday 2 fois. Et raconte-moi, qu'est-ce que vous dites souvent, qu'est-ce que vous avez dit avant les matchs? En fait, moi déjà, je suis pas ce genre de gars qui, avant les matchs, on va commencer à faire les Américains, là, à parler 10, 15, 20 minutes de tout et de rien. Moi, on joue le match d'abord, chacun fait son échauffement de son côté. Et après, quand le match est terminé, si tu veux, on parle, on rigole et tout ça. Et avec Mayday, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et même avec les autres un peu. Hein. Donc généralement, voilà, chacun fait son échauffement, on fait le match, on regarde qui gagne, qui a perdu. Et à la fin du match, on va parler tranquillement. C'est chill, quoi. On a fini le boulot entre collègues, tranquille. D'ailleurs, Mayday qui fait une bonne saison aussi. Hein. Ouais, c'est ce que c'est ce dont on allait parler. Qu'est-ce que tu penses de sa saison? C'est vrai qu'ils sont pas très bien classés. Ouais. Mais par contre, il fait de bonnes stats individuelles. Est-ce que tu penses que, malgré tout, ça le met quand même en lumière? Ouais, c'est sûr. Parce que je te l'ai dit, à la fin de l'année, que tu le veuilles ou non, si le bilan collectif n'est pas là, on va commencer à s'intéresser aux individualités. Et Mayday, voilà, c'est pas pour être hautain ou quoi, mais il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe là. Donc je sais qu'au moins, c'est le genre de saison qui, même si collectivement ça ne va pas trop, individuellement ça peut te faire passer un cap. Parce que voilà, il fait beaucoup plus de choses que l'an dernier, il a plus de crédit, plus de temps de jeu, il peut tenter plus de choses, faire des erreurs. Et ça permet de voir des belles actions aussi. Hein. Oui. Il est plus, c'est un poste 2 aussi dans mais lui, il peut quand même être. Je sais qu'il joue aussi à la main. Il est souvent meneur poste 1 aussi, tu vois. Avec les autres, quand on observe, on regarde souvent les matchs, on se dit mais en vrai, Mayday ferait un très 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 bon meneur parce que quand il est à la main, on constate que c'est pas qu'il est égoïste, mais c'est un vrai genre playmaker. Voilà. Tu vois. Il arrive à mettre un peu tout le monde à l'aise. En fait, il montre beaucoup plus que ce qu'on peut penser qu'il a. Il a beaucoup plus en fait. Oui, c'est sûr. Il est très skillé parce que c'est à la main qu'on se rend compte que balle en main, franchement. Il est à l'aise, hein. Il est à l'aise, il gère, sortie de dribble, il arrive à mettre des gros tirs. Ouais. Tu vois un peu? Non, ça n'a rien à dire. Et puis, comme je te dis, c'est dans ce genre de saison où il peut en profiter pour s'exprimer individuellement, tu vois. Travailler sur le poste 1, poste 2. C'est le genre de saison où il doit profiter justement qu'il ait un peu plus de crédit, même si forcément le bilan est pas là. Au moins, tu as une satisfaction de travailler. Tu travailles, tu peux montrer aussi à la Ligue et aux autres équipes que tu n'es pas qu'un poste 2. Et là, il est en train de le montrer là, tu vois. Ok. Et Stolt, comment est-ce que tu as connu Stolt? Moi, je l'ai connu via Mayday en fait. Parce que je voyais souvent des posts des deux, des fois, sur les réseaux. Même Mayday disait que quand il allait au Gabon là-bas, c'est le gars qui captait aussi des fois, tu vois, pendant l'été ou
ou C'est quoi. vrai qu'ils avaient fait des vacances où ils s'étaient entraînés ensemble Voilà, en c'est France. ça. Et moi, j'avais suivi ça de loin. Mais je connaissais pas Stolt, hein. Et ensuite, à partir de ce moment-là, de ces vacances-là, j'ai suivi qu'il était du côté de Saint-Vallier, là, en Espoir Pro B. Et c'est quand on a joué contre Saint-Vallier l'an dernier, je l'ai vu, il faisait même le banc avec la Nationale 1. Il ne rentrait pas dans les matchs, mais il était sur le banc. Je l'avais déjà vu une première fois là. Et cette année, j'étais content pour lui qu'il signe là dans son équipe. En plus, c'est une équipe qui vient d'être promue. Donc je sais qu'il le montre cette année. Il a des opportunités de jouer cette année. Au moins, il joue. C'est un joueur de National 1, tu vois. Là où l'an dernier, c'était vraiment plus faire le banc et aider. Il était avec l'équipe réserve, je pense. L'équipe de National 2. Je pense qu'il était en National 2. Il était en National 2 Et là, maintenant qu'il est en National 1, voilà, c'est le début. C'est vraiment sa première saison là en professionnel. Et bah, voilà, on a tous connu ça. Hein, c'est une première saison. Il y a des hauts, des bas. Voilà, donc le but, c'est d'emmagasiner un maximum de choses. C'est un apprentissage, tu vois. C'est sa première saison. La deuxième, je sais que ça ira mieux. Là, il faut qu'il puisse... il doit capter un peu tout ce qu'il apprend, en fait. Je vois que ces choses-là passent. Je vois que ces choses passent pas. Je vois ce pourquoi je peux être utile. Les choses qui fonctionnent ou non, tu vois. Et c'est un apprentissage. Et voilà, la route, elle est encore longue. Hein, c'est que le début. Écoute, nous, en vrai, on croit beaucoup en Stolt, tu vois. Parce que Stolt, c'est un gars qu'on a vu grandir. Il était ici au Gabon. Ouais. Il a quitté le Gabon à 14, 13 ans. Et c'est la même génération qu'Yann Farrell. Ok, ouais, qui est en NCAA, là. Voilà. C'est la même génération. Donc, c'était des jeunes ici qui nous faisaient rêver, tu vois. C'est-à-dire, il y a le championnat première division, d'accord. Mais quand eux, ils jouaient, le stade, il était plein. Ok. C'est des petits qui étaient très, 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 très skillés depuis le bas âge. Ok. Bon, là, aujourd'hui, je comprends qu'il est arrivé dans un autre environnement, Ouais. d'autres réalités, mais on le suit et récemment aussi, il a été présélectionné, tu vois. Ok. Il a eu quelques petits soucis, il n'a pas pu venir en équipe nationale, Ouais. mais moi, franchement, ça me fait énormément plaisir de vous voir aujourd'hui tous en contact, dans un même réseau, jouer dans un même championnat comme celui-là, comme en National 1, quand on néglige beaucoup ici en Afrique. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on dise, comment tu devrais décrire le championnat. Parce qu'on se dit, Pro A, Ouais. première division, Pro B, deuxième division, National 1, troisième division. Bon, troisième rang, on se dit, t'es pas premier, t'es pas deuxième. C'est quoi le niveau? C'est National 1, bon, vas-y, ils sont des gars de quartier. Les gens, ils connaissent pas comment le championnat français il est régi. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment est-ce que tu peux les éclairer? Moi, je dirais que j'ai évolué dans 2 championnats à l'heure actuelle, tu vois. J'ai évolué en Belgique, dans une première division. Et j'ai évolué ici en National 1, une 3e division. Pour te dire, encore une fois, ce n'est pas une comparaison pour tirer sur des équipes belges ou pas, loin de là. C'est juste pour montrer la valeur et le niveau de la National 1, ce que c'est. C'est qu'en pré-saison, avant que les championnats commencent, généralement, on prend des matchs amicaux. Tu vas me dire, oui, ce n'est que des matchs amicaux, mais c'est des matchs amicaux pour tout le monde, pour nous et pour eux aussi, tu vois. Et on joue des équipes de Belgique, de première division. On les regarde droit dans les yeux. Il y en a certaines, on les tape. Il y en a certaines, elles nous tapent. Mais c'est pour te dire que la France, déjà, est un pays de sport à ce niveau-là. Tu le vois, la Pro A, c'est peut-être une des top 3 meilleures ligues en Europe. Donc, il y a 3 équipes d'Euroleague là-bas. Donc, le niveau, il est vraiment voilà. Très élevé. Parce que je le dis souvent ici aux gens que négligez pas le bail en fait. Parce que même en National 2, tu arrives, tu vas trouver des meneurs américains. C'est ça. Et si tu veux simplement voir les choses, regarde juste en National 1, les salles, elles sont tout le temps remplies. Regarde les salaires. Moi, je ne vais pas dévoiler les salaires des gens ici, mais regarde les salaires. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je préfère tous les jours faire ma carrière en National 1 et continuer que retourner en Belgique ou dans certaines premières divisions où on parlait du niveau de vie et tout ça, où je serai moins respecté en termes de salaire, les salles seront vides parce que le basket n'intéresse pas les gens dans certaines divisions. Alors qu'ici, tu vas voir Pro A, Pro B, N1, N2, même certaines N3, les salles sont pleines. En plus, Orchi, c'est un gros public. On est 3000 minimum à tous les matchs. Tu regardes les vidéos, tu vois les matchs, tu vois que c'est professionnel. Même Willy, là, le président, il est venu, demande-lui ce que c'est. Même lui était choqué, même lui, il avait les yeux comme ça. Tu vois.
Ouais, il m'a dit qu'avant la sélection, il a fait un tour en France, il vous a un peu tous rencontrés avant les sélections et tout ça pour voir un peu comment vous évoluez. Ça fait plaisir et du coup, oui, la rencontre avec Willy, comment ça s'est passé? Ça fait bien d'en parler parce qu'il faut bien parler de la relation aujourd'hui avec le basket gabonais. Ouais. Ben, ça s'est bien passé. Après, moi, je l'avais déjà vu quand j'étais revenu au Gabon il y a 3 ans là. On avait déjà parlé un petit peu du futur, ce qu'on pourrait envisager et tout ça. Et quand j'ai su qu'il venait, il faisait un tour en Europe là, il m'avait contacté et je lui avais dit, ben viens et on va bien t'accueillir ici à Orchi, tu vois. Comme ça, même lui, tu disais que les gens là, d'Afrique ne savaient pas voir ce que c'était la Nationale 1 en termes de niveau, d'infrastructure. Il est venu, demande-lui encore. Je pense qu'il était choqué parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'en National 1, il puisse exister des stades comme ça, des infrastructures comme ça. On l'a bien reçu, le président, l'entraîneur l'a reçu. Oui, on a tout bien organisé pour qu'il soit vraiment bien accueilli. On lui a offert un maillot, on a fait des photos, on a discuté tous ensemble là dans les bureaux. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Et ouais, c'était une bonne prise de contact. Même lui était très content. Et depuis, on est resté en contact. C'est grâce à lui que j'ai pu obtenir aussi rapidement un passeport gabonais aussi, tu vois. Donc je le remercie encore. Et voilà, depuis, on se tient au courant à distance pour les prochaines échéances, ce qui doit se passer avec le basket gabonais. Quand je reviens ici à Libreville, quand il y a des événements comme on a fait là au Festi Noël pour les jeunes, là, quand il y a besoin d'aide ou venir un peu aider les jeunes, moi je suis là. J'ai dit, il n'y a pas de souci, si c'est pour aider la fédération, je suis là, tu vois. Ouais, super. Et puis ça fait toujours plaisir de voir un joueur comme Igor Mitogo parce que ça donne aussi des repères à nos jeunes, aux plus petits. Tu vois, certains ne savent même pas qui tu es, ils vont faire des photos, mais plus tard, dans 2 ans, ils vont grandir. Ils vont se dire, ah ouais, Igor, c'était lui. Tu vois, et les jeunes, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de repères. Je discutais une fois avec Stolt et je lui expliquais que faut pas te méprendre, tu vois. Peu importe au niveau auquel tu joues, tu sais d'où tu viens. C'est ça. Tu vois, tu sais à quelle communauté tu appartiens. Tu n'es pas une star NBA, tu n'es pas forcément l'espoir d'équipe de France, toutes ces choses-là, tu vois. Tu n'es pas dans ton pays, mais sache que pour les petits ici à Libreville, tu es un exemple. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire un tel parcours et surtout d'arriver en National 1. Et en plus, à un si jeune âge, ça veut dire que le meilleur est à venir. Ouais. Il y a beaucoup de choses encore à faire. C'est l'avenir qui dira en tout cas, tu vois. Ouais, c'est sûr. Surtout que les jeunes là, on est tous passés par là. Hein. Moi aussi, j'étais dans les jeunes là. Je regardais des joueurs venir, je ne savais pas qui c'était. Mais on était déjà contents, on prenait les photos avec. Donc on est tous passés par là en fait. Le but, c'est de le rendre en fait aux jeunes, aux futures générations là, tu vois. Effectivement. Juste en ayant une bonne carrière propre, en montrant l'exemple, en revenant de temps en temps. C'est ça. Donc, tu as rencontré Willy et forcément vous avez discuté, ça s'est bien passé. Et je vais essayer de deviner ta volonté de jouer un jour en équipe nationale. Ouais, on a parlé de ça. Parce qu'en fait, en remarquant encore une fois les joueurs gabonais qui évoluaient dans les différents championnats, on en est venu à la conclusion qu'au final, si tu réunis tous les gars, il y a moyen de faire quand même une bonne équipe. Quand tu regardes en Afrique, là, moi j'ai des gars avec qui je joue. Là, j'ai un joueur par exemple, Abdoulaye ici, qui joue en équipe nationale en Guinée, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, des joueurs de National 1, Pro B, Pro A, quand vous vous réunissez en équipe nationale, c'est plus question de niveau. Là, le but c'est juste de faire une équipe et voilà, on essaie de faire quelque chose pour le pays. Et c'est là que je me suis dit, voilà, il y a des joueurs à gauche, à droite. Si on réunit tous les gars, il y a moyen quand même de faire quelque chose de sérieux. Ouais. Et depuis ce jour-là, on est en contact avec Willy pour essayer de faire avancer les choses. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour les dernières fenêtres là, qui se passaient au Maroc. Ouais. Mais j'espère que dans le futur, là, pour les prochaines échéances, d'ici là, on verra où je serai moi individuellement et où les autres seront, parce qu'il y a des autres jeunes qui arrivent aussi là. Il y en a beaucoup là qui arrivent et j'espère que les choses vont pouvoir se faire sérieusement là. Il y a des choses par exemple sur lesquelles on pourrait profiter pour éclairer les gens, tu vois. Ouais. Par exemple, on a de gros joueurs, pour moi, hein, tu vois, on a de gros joueurs, des gros joueurs, Igor, Maiden, même Lasser, il a des origines gabonaises. Oui, voilà, tu vois un peu, il est en Pro B. Et donc, beaucoup se demandent, mais pourquoi vous n'arrivez pas en équipe nationale et tout et tout. Il y a un truc que les gens ne savent pas. Ouais.
c'est que en Afrique, les équipes nationales, on a droit qu'à un seul naturalisé. C'est ça. Igor, normalement, là, tu as eu ton passeport il y a 1 an, C'est ça. tu es considéré comme naturalisé. Ouais, parce que je l'ai fait après 16 ans. Tu vois un peu. Tu es né belge, C'est ça. tu l'as fait après 16 ans. Mais si tu l'avais fait avant 16 ans, tu ne serais pas considéré comme naturalisé. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gars dans ta position. Je vais prendre le cas d'Omar Sibi. C'est l'intérieur, là, c'est là, je ne sais pas si tu connais, si tu as vu les matchs d'équipe nationale. Omar Sibi. Il y a Anthony aussi, je pense. Voilà, je pense qu'il te l'a dit. Tu as parlé d'Anthony tout à l'heure. Il y a toi. Maiden, lui, ça va. Tu vois, il est binational depuis petit, de ce que je sais. Ce qui veut dire que si jamais un jour, tu arrives en équipe nationale, tu seras obligé de faire un message à Anthony. Ah, c'est ça qui est difficile, hein. Tu vois un peu. Ouais. Moi, je pense que après, maintenant, les choses sont faites comme elles sont. C'est comme ça. Le but, ce sera toujours de prendre. Et je me mets en compétition avec personne. Hein. C'est pas. Le but, c'est de faire quelque chose avec le pays. Mais à l'instant T, quand tu auras besoin d'un joueur, pour moi, si j'étais le sélectionneur, tu prends juste celui qui te semble être le meilleur ou le plus en forme pour le moment. Ça, c'est tout, parce que c'est pas une question d'amis, de politique ou quoi. Si tu vois qu'un joueur est performant, il n'y a pas de raison que tu le prennes pas. Mais ensuite, à ce niveau-là, c'est juste le regret que j'ai, c'est que les choses ne se soient pas faites plus tôt ou qu'on n'ait pas pu être éduqué sur cette situation-là, tu vois. Parce qu'en fait, si on nous avait éduqués dans ce sens-là, après, comme j'ai dit, maintenant c'est fait, c'est terminé. Il faut faire avec. Voilà, il faut faire avec. Mais tu vois, et c'est pour ça que c'est important pour les générations qui arrivent. Si des jeunes écoutent ça, des jeunes binationaux qui sont à l'étranger, là, écoutent ça, et qui n'ont pas encore 16, 17 ans, s'il y a moyen de faire des choses avec le pays, de faire des papiers, d'avoir tes 2 nationalités, faites-le, parce que je pense que ça pourra faire que aider le pays. Moi, j'aurais aimé être éduqué et qu'à 14-15 ans, on me dise déjà « Ah, mais tu sais quoi, tu sais que t'es binationaux, fais ton passeport maintenant, comme ça, tu compteras plus pour un naturalisé. » Parce que maintenant, tu vois, en fait, ce qui est dommage et ce qui peut faire mal, c'est que tu vois maintenant toutes les sélections là, africaines, elles ont des Américains dans leurs équipes. Côte d'Ivoire, Cameroun, tout ce que tu veux, elles ont des Américains. Donc eux comptent comme des naturalisés. Mais eux n'ont rien de sang guinéen, camerounais ou quoi. Et c'est ça qui est le plus dur pour nous, c'est que nous on a du sang gabonais dans les veines là, mais on compte au même titre que ces joueurs américains là qui ne connaissent rien du pays, tu vois. Donc c'est là mon regret où j'aurais aimé être éduqué. C'est de la faute de personne à ce niveau-là. C'est plus le désordre des choses qui s'est fait comme ça. Mais c'est mon seul regret, tu vois. Si j'avais pu être éduqué plus sur cette situation-là, ben on se serait interrogé, se serait intéressé, on aurait fait des démarches administratives plus tôt pour que les choses se règlent en place. Et imagine l'équipe qu'on aurait là aujourd'hui s'il n'y avait pas de question de naturaliser ou pas. Ouais, effectivement. Donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon, c'est... Ouais, c'est comme ça. Et puis, Après, c'est un fait et on aura quand même la chance d'avoir un naturalisé dans l'équipe. Ouais. Est-ce que ce sera moi, Anthony ou un autre? On ne sait pas, on verra au moment qui est le plus à même d'aider l'équipe, tu vois. Ouais, effectivement. Là, on parle d'équipe nationale. Il y a pas mal de joueurs en équipe nationale. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de Chris Silva? Ah, là, c'est même pas une question de Gabonais ou pas. Si tu parles du joueur tout court, tu veux dire quoi? Il est en train de bousiller hein, partout où il va. Tu vois un peu. Voilà. T'as vu la dernière fenêtre là? Il a battu le record de nombre de... En fait, tu regardais match 30 points, match 30 points, match 3 30 points. Et même le moins bon match qu'il a fait, c'était peut-être quoi? 28, Tu vois un peu. 15 rebonds, 4 blocs, tu veux faire quoi? Chacun de ses paniers, tu as vu? C'est horrible. Ils peuvent pas l'arrêter. Donc là, c'est... Encore une fois, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Si tu m'avais dit au moins que... Oui, il avait été moins bon à un moment ou à un autre. Non, là, je peux rien dire. Et même en Grèce où il est là, il est en train de tout détruire. Hein. Il joue Champions League. Il fait Champions League et il fait le championnat grec. Championnat grec qui est aussi un des top championnats en Europe parce qu'il joue l'Olympiakos, le Panathinaikos, des top équipes. Et il rigole pas. Hein. C'est la même chose. Il est bon. En fait, tu te dis peut-être, bon, il est arrivé, championnat d'Afrique. C'est pas des gars NBA, tu vois. C'est-à-dire, il a fait du sale. Il rigole pas. Et j'avais l'impression que c'était comme, comme un coup de boost. C'est-à-dire, genre, après avoir fait ces performances-là, il faisait déjà en G-League, tu vois. Mais quand il sort de là,
Il est constant, ça bouge pas. Ça bouge pas, il reste à 30 points, 20 points. Olympiakos, il attrape tout le monde, il tire les maillots. Non, en fait, il mélange tout le monde. Il a montré que c'est pas son niveau, en fait. Ouais. Comme je t'ai dit, la NBA, c'est un business. Donc, à un moment, voilà, chaque année, il y a 60 nouveaux jeunes qui arrivent, il faut les placer en NBA. Tu as l'impression qu'il se venge de la NBA? Voilà, donc une fois, je pense que c'est très dur, une fois que tu as quitté la ligue, là, la NBA, de revenir, tu vois. C'est assez dur, parce qu'on t'a déjà remplacé, entre guillemets. Donc ça, c'est des histoires, c'est même pas des histoires de niveau, parce que le niveau, il l'a, c'est sûr. Mais c'est plus une histoire de business, de contrat, des trucs, tout ça. Donc, peut-être qu'il a comme tu as dit, il a cette revanche-là en lui. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il arrive sur le marché européen, qui après la NBA, c'est le meilleur marché dans le monde. Et il est en train de prouver à tout le monde que c'est pas son niveau non plus. Donc là, la prochaine marche, je pense pour lui, c'est Euroleague. Hein. Tu le vois où? Tu le vois dans quel club? Genre où tu sens que non, là... Moi, là, il est en Grèce et ça a l'air de très bien se passer pour lui. Donc, comme dans son championnat, j'ai vu, il a joué contre l'Olympiakos. Oui, ils ont perdu, mais il les a giflés quand même. Ils ont joué contre le Pana, ils ont perdu, mais il les a giflés quand même. Moi, l'an prochain, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dans une équipe d'Euroleague là-bas. Hein. Moi, je le vois dans une des deux équipes là l'an prochain. Parce que j'avais bien un post là sur Insta où ça parlait de Bayern, Real Madrid, Barcelone. En tout cas, pour moi, il sera en Euroleague, c'est sûr, l'an prochain. Un gars qui tourne comme ça à 30 points de moyenne, Champions League, championnat, tu peux le prendre. Son niveau, il est là au minimum. Mais en dessous, là, c'est terminé. Il a montré que c'est plus son niveau. Ok. Bon, là, on a parlé de Chris Silva. Il y a encore plein d'autres joueurs. J'aimerais te parler des gars comme... on va parler des plus jeunes. Ouais. Surtout ceux qui évoluent aux États-Unis. Tu vois, là, on a parlé de ce qui était avec toi en National 1. Ouais. C'est vrai qu'il y a Shanik. Shanik, vous n'êtes pas dans la même division. Si, on est dans la même, mais on n'est pas dans la même pool, en fait. Voilà. On pourra peut-être se rencontrer en deuxième partie de championnat s'ils arrivent à aller en pool haute. Là, on les rencontrera. Lui aussi, il est arrivé en National 1 fort. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il a commencé en Norvège, je crois. Je pense. Ouais. Il était dans les championnats du Nord, là-bas. Deuxième division. Il arrive en National 1. Les premiers matchs, il fait le quinri. Hein. Ouais. Direct, il agresse les anneaux. En plus, il a l'habitude de faire ça. Nous, ici, il nous a habitués à ça. Quand on voit ça, on se dit, bon, vas-y, c'est Shanik. Ouais. Mais là, tu le vois comme ça, genre de loin. Est-ce que vous écrivez même? Non, lui, on se follow sur les réseaux. Ouais. Mais c'est pas un joueur avec qui j'ai des interactions parce qu'on voilà, on n'a jamais été amené à être en contact et on n'a pas forcément de gars en contact, tu vois. Ouais. Les autres, c'était plus facile parce que comme je t'ai dit, il y avait Maiden, il y avait Géraldine, il y avait toi, il y avait des relais comme ça. Lui, moi, je le connais pas, mais je suis quand même ce qu'il fait via Brestime ou juste la Nationale 1 parce que je me renseigne chaque fois à la fin de la journée, je regarde un peu les résultats pour voir dans le championnat ce qu'il en est et je vois que voilà, il s'est bien adapté à la nationale. En tout cas, c'est sa première saison dans le championnat et il montre déjà de belles choses, tu vois. Ouais, effectivement. Donc, on va basculer du côté des Américains. On a pas mal de joueurs en NCAA. Ouais. C'est qui te vient direct à l'esprit quand je dis NCAA? Moi, c'est Yann. Yann Farrell. Voilà. Et lui aussi, vous avez déjà été en contact une fois? Non, je pense pas, mais encore une fois, on est sur les réseaux, tu vois, chacun se suit, des fois on like une story, des trucs comme ça. Yann, comme je te disais, c'est un gars qui a évolué avec Stoltz. Okay. Ils ont évolué à Don Bosco, c'est vraiment la culture du tir, c'est vraiment des petits qu'on a passé le temps à balancer en après-midi sur le playground, donc les gars, avant l'entraînement, après l'entraînement, ils ont toujours dormi sur le terrain. Ouais. Donc très skillé. Nous, de loin, parce que tu vois, c'est le Gabon, on n'a pas l'habitude de voir des joueurs aussi techniques. Quand on voit Yann, on se dit, lui c'est sûr, il va être professionnel. Okay. Et toi, est-ce que tu le vois aussi professionnel, gros professionnel comme nous on le perçoit? Quand tu regardes ce qu'il fait en NCAA. Après, moi je le connais pas aussi bien que vous. Moi je peux me baser que sur les vidéos que je vois en fait. Et ce que je vois, c'est encore une fois, on parlait de ça tout à l'heure, c'est qu'il a un gros point fort. C'est le tir à 3 points, tu vois. Wow. Moi, j'ai vu beaucoup de mixtapes de highlights où je voyais des performances 5-3 points, 6-3 points dans un match. Donc, quand tu as déjà une arme comme ça dans ton bagage, si tu la peaufines bien, tu la gardes bien, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas transposer cette force-là dans le monde professionnel après, tu vois. Donc, ce qui est sûr, moi, de ce que j'ai vu de lui en tout cas, c'est que c'est bien parti pour la suite là. Moi, effectivement, c'est ça. Yann Farrell, c'est franchement un joueur fort à 3 points. Il est très skillé. Hein. Ouais. Nous-mêmes, pour nous, c'est dommage qu'on le voit souvent. En fait, c'est peut-être parce qu'on a compris le basket en retard. Ouais. Tu vois, on se dit,
Ouais, non, c'est sûr, Yann, il va arriver, il va mettre des crosses à tout. Gars, je te dis, on se fait tous rattraper un jour ou un autre. Moi, regarde, tu veux l'exemple même? Et ça, regarde, c'est applicable à tout le monde. Tu passes un été, tu vas sur un été, tu regardes les terrains, tous les terrains où il y a des pick-up games. Tu vas avoir des fois, je sais pas si tu regardes sur YouTube, même des joueurs NBA. Tu vas voir les pivots qui font des trucs entre les jambes, bam, ils tirent à 3 points, truc. Tu vas les voir pendant la saison, tu vas dire, mais tout ça, c'est passé où en fait? Les gars, ils font juste que dunker, poser des écrans et c'est tout. Parce que arriver au niveau professionnel, tout le monde est bon, tout le monde sait un peu tout faire. Mais ceux qui font vraiment la différence, c'est ceux qui sont vraiment trop forts dans un domaine. Il n'y a que les superstars qui savent vraiment tout faire, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, tout le monde, demande aux gens là, quand on fait des pick-up l'été, tu vas me voir aller dunker, taper des trucs entre les jambes, moi j'ai jamais vu faire ça. Bon, c'est vrai, je t'ai déjà vu. Il y a quelques highlights là, tu peux trouver des posters de moi et tout ça. C'est juste que, au final, tu réalises que c'est quoi qui va me rapporter, non, plutôt c'est quoi qui va me rapporter le plus dans ma carrière et c'est quoi le domaine où je vais être le plus impactant. C'est d'essayer d'aller faire le kamikaze, là, essayer de dunker toutes les deux actions, ou c'est prendre des 3 points, driver, prendre des fautes, des contacts. À la fin, c'est quoi? Tu vois, à la fin, c'est quoi qui me permet de mettre 20, 25 points dans un match? 25 points, c'est pas 10 dunks. Hein. Dans les 25 points, il y a peut-être un dunk, mais sinon, il y a des 3 points, il y a des lancers francs, il y a des lay-ups, il y a des mid-range, il y a des pull-ups, il y a tout, tu vois. Mais là, par exemple, la transition avec ce qu'on vient de décrire, je vais te parler d'un joueur qui arrive à faire tout ça, tu vois. Moi, c'est un gars que je respecte beaucoup. Je sais pas ce que les gens pensent, mais je te parlais de Gaius. Tu as déjà entendu parler? Entendu parler, ouais, mais je vois pas, je connais pas, tu vois. Je vais prendre un exemple. Je vais descendre maintenant. Il est là. Hey. Les gars là, costauds comme ça. Et lui, il joue à quel niveau? Lui, il est en NCAA 2. Tu vois, il est arrivé aux États-Unis en retard. Donc, ce qui fait que même quand tu es un bon joueur, on ne peut pas te faire monter en NCAA 1 parce que tu vas payer des pénalités en fait. Tu peux faire 1 an sans jouer. Donc, et il a quel âge lui? Il a 23 ans, je pense. Ok. Donc, il lui reste quand même encore 2-3 ans là, en NCAA. Il reste 2 ans, je pense. Et l'an prochain, il peut transférer en D1, en première div. C'est comme Shanik. Shanik avait aussi des propositions de D1, mais il ne pouvait pas parce qu'il avait un bac trop vieux. C'est ce que tu disais tout à l'heure là, qu'il faut éduquer un peu les gens sur comment ça se passe au haut niveau. Tu vois un peu. Le gars là, il aime dunker. Hein. Ouais. Et il fait tout. Hein. Et quand il est en équipe nationale, c'est un tireur. Ok. C'est un tireur. Tu vois un peu. C'est du style Daniel Akoué et tout ça là. Quand on a besoin de tir, c'est vraiment un petit qui n'a pas froid aux yeux, il réclame la balle. Il va réclamer la balle, il va tirer. Donc c'est un peu ça. C'est vrai que même si tu sais tout faire, je te donne raison, il faut être bon dans un domaine. Et bon, je pense que lui, même s'il est bon dans son dribble, bon dans le tir, je crois qu'il est d'abord plus costaud qu'autre chose. Ce qui est sûr, hein, c'est qu'avec ce physique-là, tu trouveras toujours quelque chose. Ça, c'est sûr. Là. Viens, mets-le là en National 1. Regarde le physique de Stolk, là. T'as déjà vu Il est prêt. tu vois, physiquement, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est en termes de confiance, basket, d'opportunité que ça doit grandir. Mais physiquement, il a aucun problème avec personne là dans la ligue. Hein. Non, personne. Il regarde tout le monde dans les yeux. C'est ça, tu vois. L'année passée, j'ai vu des matchs où il jouait 5, 4, 3. Tu vois. Parce que le physique, c'est le minimum en fait. Si t'es pas costaud, faut pas non plus être trop gonflé, trop lourd, tu vois, mais... Tant que tu arrives à déplacer ça à la vitesse qu'il faut, c'est bon. Bah écoute Igor, on a fait un peu le tour. Je vais te poser une dernière question. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais venir... Quelles sont les conditions pour toi? Qu'est-ce qui te motiverait pour un jour jouer par exemple en Afrique? Parce que quand je parle d'Afrique, je vais te prendre deux trucs. Soit la Coupe du Gabon, parce qu'au Gabon, on a une compétition très relevée. C'est elle qui permet de qualifier les équipes pour la Road to Ball, pour la balle. Attends, tu me parles de venir en tant que joueur? En tant que joueur. Ah, en tant que joueur, ça c'est différent. C'est différent ça. Tu vois un peu. C'est vrai qu'ici on joue sur le béton, on a encore du mal avec les parquets. On avait le palais des sports qui n'est pas toujours réhabilité. Et il y a aussi la Road to Ball et il y a la ball. Crescendo. Là, moi... Perso, là. En
fait, moi, j'aime bien ce que fait la NBA, tout ça, avec la ball, là, tu vois, la BAL, là. C'est... Pour l'instant, si je devais vraiment considérer une opportunité pour venir jouer en Afrique, ce serait pour ça. Parce qu'en plus, je pense que tu le constates, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en Europe, ou même à l'étranger tout court, qui profitent de la balle là, du fait que la saison, elle se passe en fin d'année par rapport à notre saison, nous. Donc, tu as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer sur 2 fenêtres. En fait, tu fais ta saison en Europe. Quand la saison se termine vers avril-mai, bam, tu signes avec un club de la balle et tu fais ça pendant 2 mois et demi, tu vois. Tu m'avais parlé même d'un de tes coéquipiers. Ouais, j'ai un pote qui fait ça. Lui, maintenant, Omar Tillmans, il jouait avec l'équipe MBB là, en Afrique du Sud l'an dernier. Et lui, il avait commencé avec la Road to Ball, je pense, avec une équipe... Sud-africaine? Ouais, sud-africaine. Ouais, Road to Ball, il avait fait une équipe sud-africaine. Et donc, cette équipe s'est qualifiée pour la balle. Et voilà, il m'a montré un peu les conditions, parce que lui, voilà, comme on se parle, il me montrait un peu de l'intérieur comment c'était. Et il n'y a rien à dire en termes d'infrastructure, professionnalisme. Les salaires aussi sont bons, tu vois. Donc, et tu le vois par le nombre de joueurs étrangers qui évoluent dans la ligue. Il y a des Américains, beaucoup de gars qui viennent de l'Europe, tout ça. Donc, c'est que on n'en est plus à la première édition de la balle, tu vois. Là, ça fait déjà quoi, 6-7 ans, tu vois. Et là, à chaque fois, on monte de niveau année après année. Il y a de l'argent, il y a des bonnes conditions, donc... Est-ce que tu regardes les matchs des clubs gabonais en roll to ball? C'est-tu déjà tombé dessus par hasard? Non. C'est vrai aussi qu'on joue, ça se joue généralement. C'est beaucoup plus tôt dans la saison, voilà, tu vois. Tu es déjà lancé dans ta saison. C'est ça. J'essaye de suivre, en fait, quand la fédération met des résultats, tu vois, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, ils mettent les résultats, mais les matchs, les lives, non, j'y ai pas forcément accès ou j'ai pas forcément l'endroit où les regarder, tu vois. Peut-être ça te donnera envie de venir signer aussi vers la fin de la saison pour jouer une compétition. Pour préparer le chèque, alors, la quicheta. Bon, écoute, on a terminé l'émission. C'était franchement un plaisir de t'avoir ici, franchement. Aussi, plaisir partagé, vraiment. On a passé un bon moment là sur l'émission et même en dehors, franchement. Il y a la caméra qui est là. Déjà, j'ai une question. Tu connais le slogan de Brest Time? Attends, c'était quoi? Parce que tu me l'avais dit l'année il y a 3 ans. C'est quoi? C'est chaque moment de... ouais, chaque moment de Braise. Et après, j'ai oublié. Et un rencard. Voilà, chaque moment de Braise est un rencard. Qu'est-ce que cette phrase-là, elle t'inspire? Parce que la Braise, tu connais, je t'avais déjà expliqué, c'est jouer au basket, c'est transpirer, c'est cuire en fait sur le feu. Tu vois, il y a un truc entre les deux, entre le feu, la braise, le poulet, et le fait de venir sur le playground et de donner tout ce qu'on a. Qu'est-ce que ça t'inspire, chaque moment de braise est un rencard? Ben, moi, je me reconnais là-dedans, dans le sens où, c'est ce que je t'ai dit là, cette année, c'est comme ça que je le prends. Si je devais m'identifier, ce serait avec cette citation-là, dans le sens où que moi, chaque moment que je vais passer sur le terrain, chaque match de cette année, parce qu'elle est cruciale pour moi, je l'ai dit, hein, je veux passer un cap après cette année-là, ben voilà, c'est la braise tout le temps en fait. Ça va être, je vais tout donner à chaque moment. Ouais, normal, tranquille. Et il y a tes petits frères qui sont au Gabon. Par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu représentes, que tu cherches à incarner, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil s'ils veulent un jour être des professionnels? Là, tout de suite, vite fait. Le conseil, moi déjà, le premier, c'est d'abord prendre du plaisir, vraiment. Il faut s'amuser, ça reste un jeu d'abord, le basket. Et ensuite, c'est de croire, c'est vraiment ça, c'est ce mot-là. Parce qu'il faut laisser personne te dire que non, c'est pas possible ou tu n'y arriveras pas, etc. Non, la première et dernière personne qui doit croire, c'est toi, c'est croire en toi. Et voilà, donne-toi les moyens, travaille, sois sérieux. Et voilà, crois en tes rêves et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Faut pas penser négatif. Ok, super. Bon, c'était le premier épisode de notre émission All Star. On était avec Igor Mitego. Moi, c'est Samy, vous connaissez, Samuel Elamba. On se dit à bientôt. Chaque moment de braise est un rencard. Bye.